J'invite maintenant Albert Lottmann, président de la Mutualité française, et Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion de Harris Interactive, à me rejoindre pour nous présenter l'Observatoire. Donc, lors de l'événement de Place de la Santé du 21 février dernier que vous avez suivi, et je ne doute pas, tout le monde a entendu parler, Jean-Daniel Lévy était venu nous présenter les résultats d'une vaste enquête sur les attentes des Français en matière de santé. 4 mois après l'élection présidentielle, la Mutualité française poursuit le débat public sur l'avenir de la protection sociale en lançant Place de la Santé, l'Observatoire. Cet observatoire, comme l'a dit le président, comporte 2 parties. Une première partie qui présente les réalités, les indicateurs du réel. Une seconde partie, les perceptions, composées d'une étude d'opinion qui mesure le ressenti des Français sur notre système de santé. Donc, Albert, je vous propose de nous présenter les réalités et ensuite, Jean-Daniel, je vous proposerai de nous présenter les perceptions des Français. Ce baromètre que je vais vous présenter en termes de méthode, il s'appuie sur des résultats qui sont tous issus de données publiques, de données qui sont publiées, soit des données de la mutualité, soit des données de l'assurance maladie, que nous sommes habilités à exploiter. Malheureusement, on a une petite difficulté de méthode concernant la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, où toutes les données n'étaient pas disponibles ou parfois incomplètes, ce qui est une petite limitation que je voulais souligner avant de commencer. En matière de santé, on a commencé par rappeler que dans cet observatoire, que si on veut quelques éléments de comparaison sur la situation des Français en matière de santé par rapport à nos voisins de l'Union européenne, et notamment si on regarde l'espérance de vie à la naissance, on voit qu'il est un indicateur finalement qui n'est pas le plus mauvais ou le moins robuste sur la réalité de notre système de santé. Nous avons des résultats qui sont plutôt bons, qui toutefois montrent un écart particulièrement important entre les hommes et les femmes, qui est un écart plus important que dans d'autres pays de l'Union européenne, ce qui montre quand même qu'on a des pistes de progrès. Voilà. On n'a pas, dans cet observatoire, parlé de l'espérance de vie sans incapacité ou en bonne santé, parce que ces données sont des données dont les médias parlent de temps en temps, mais qui sont des données déclaratives et donc très difficiles à comparer sur le plan international. Si j'en viens maintenant au reste à charge, donc sujet d'actualité, eh bien, c'est en France que, on ne le répète pas assez souvent, c'est en France que la part des dépenses qui restent à la charge des ménages in fine, après intervention des complémentaires, est la plus faible. Ce reste à charge, au global, c'est 7% des dépenses de santé en France, c'est le double en Allemagne, c'est le triple en Italie. Ce bon résultat est obtenu grâce à un haut niveau de remboursement combiné de l'assurance maladie obligatoire et des complémentaires. C'est donc bien notre système à 2 étages, qui est parfois critiqué, jugé complexe, etc., qui est la cause de ce reste à charge extrêmement maîtrisé. On voit en revanche, quand on regarde l'évolution de ce reste à charge, qu'il a beaucoup augmenté sur la période qui va de 2005 à 2010, sous l'effet de transfert de charges et de franchises. Depuis 2010, l'observation de l'évolution des chiffres montre qu'il a progressé de façon beaucoup plus ralentie et qu'il a même progressé beaucoup moins vite que l'évolution des dépenses de santé entre 2010 et 2015. On a des dépenses de santé qui ont augmenté de 9%, le reste à charge, lui, n'a augmenté que de 2%. La part qui reste à la charge des assurés est très variable selon les soins, et c'est sur l'optique, sur le dentaire et sur l'audioprothèse qu'elle est la plus forte. C'est bien pour cela
qu'un focus a été mis dans le débat public sur ces données. Alors nous allons faire un zoom sur l'optique, sur le dentaire et sur l'audition. Pour chacun de ces 3 postes, nous avons souhaité objectiver l'ampleur des disparités départementales. Le prix des équipements, d'une part, et puis nous avons essayé de regarder, de corréler, en tout cas, sur les cartes, la densité des professionnels de santé pour regarder s'il pouvait y avoir un lien entre l'évolution du prix et la densité des professionnels de santé. Le principal enseignement de notre observatoire, c'est que pour une même garantie de santé, le reste à charge est très variable selon les régions et les départements, quel que soit le poste de dépense. C'est vrai pour l'optique, c'est vrai pour l'audioprothèse, c'est vrai pour le dentaire. Ce n'est donc pas la garantie complémentaire. Le niveau de remboursement, les montants, par exemple, plafonds prévus dans le contrat solidaire et responsable, qui déterminent le reste à charge, mais bien le niveau des prix pratiqués par les professionnels de santé. Notre baromètre permet d'objectiver une approche sur cette question du reste à charge qui change le regard qu'on peut avoir, l'extrême variabilité sur le territoire. On a donc besoin d'un travail approfondi, concerté, sur cette question de la maîtrise du reste à charge entre l'ensemble des acteurs pour offrir des réponses adaptées aux assurés. On peut souligner qu'une solvabilisation à son niveau actuel du reste à charge par les mutuelles créerait du coup des effets d'aubaine immédiats, importants et répartis de manière non objective entre les distributeurs. Et évidemment, cet objectif de reste à charge nul ne serait atteint dans cette hypothèse où on partirait de la solvabilisation sur les fameux 4,4 milliards que représentent les dépenses d'optique, d'audioprothèse et de dentaire non prises en charge aujourd'hui, ou en tout cas laissées à la charge des assurés, cet objectif ne serait pas atteint, même si on prenait en charge cet montant, puisque les prix, on le voit, réaugmenteraient très rapidement. Sur l'optique, que donne l'Observatoire? D'abord que dans 90% des cas, presque 90% des cas, les prix pratiqués sont inférieurs au remboursement maximum autorisé. Le prix moyen d'une paire de lunettes est de 437 €. Il varie, le président l'a dit tout à l'heure, de 271 € en Ariège à près de 513 € à Paris, soit près du double, de 1 à 2 sur l'ensemble du territoire. Il s'agit là du prix moyen d'un équipement complet, tout type de verre confondu, et que nous avons calculé en tenant compte de la part respective des équipements unifocaux et multifocaux remboursés par département. Le reste à charge d'un équipement d'optique est donc en moyenne de 167 €, mais du fait des variations importantes que je viens de rappeler, eh bien, ce reste à charge, il peut aller, évidemment, il peut varier de façon très importante, de 4 € en Ariège, c'est-à-dire quasiment le reste à charge zéro, à 236 € à Paris, laissé donc à la charge du patient. Ce montant de reste à charge, on l'a calculé en partant de patients qui disposent d'une couverture complémentaire remboursant en moyenne donc 220 € pour un équipement simple et 345 € pour un équipement complexe, c'est-à-dire le montant moyen qui est constaté. Ces chiffres-là sont des chiffres que la DREES publie et donc qui sont des chiffres qui sont accessibles. La densité d'opticiens, elle connaît également des variations fortes d'un département à l'autre. On a une hétérogénéité qui va de 32 opticiens pour 100 000 habitants en Dordogne à près de 110 à Paris, soit 3,5 fois plus. Mais on voit donc immédiatement que Paris cumule à la fois le championnat de la densité, le record de la densité et le prix le plus haut. Et là, c'est intéressant de voir que sur des sujets
sur ce sujet-là, en l'occurrence de l'optique, mais comme on le verra sur les autres postes d'observation, la simple régulation des prix par la concurrence sur un marché ne conduit pas mécaniquement à faire baisser le reste à charge. Sur le dentaire, le prix moyen d'une prothèse dentaire en France est de 452 €. Il est le plus bas dans le Cantal, à 376, et le plus élevé en Île-de-France, en particulier dans les Yvelines, à 544 €. On a donc un écart de presque 50%. Le reste à charge moyen pour une prothèse dentaire est de 55 €, avec un niveau de remboursement qui est constaté en moyenne pour les garanties les plus souscrites. Ce reste à charge connaît des écarts importants. Évidemment, pour un patient qui dispose d'une couverture complémentaire à 260% du tarif de la sécurité sociale, le reste à charge pour une prothèse dentaire sera nul dans les Ardennes. Là aussi, nous sommes donc au reste à charge zéro, et à 146 € dans les Yvelines. Et là aussi, si on regarde la densité, les patients disposent d'une offre en chirurgien dentiste sur le territoire qui est très variable. Le minimum étant la Somme avec 30 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants, et le record étant une fois de plus à Paris avec presque 140 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants, soit 4,5 fois plus. Je termine avec l'audition, c'était le troisième focus que nous avions voulu faire. Le prix moyen d'une audioprothèse en France est de 1 525 €. Donc là, évidemment, on est sur des volumes, des budgets, quand on les agrège sur les dépenses de santé, qui sont assez faibles, mais sur un coût unitaire de l'équipement qui est très élevé. Il varie de 1 118 € en Mayenne à 1 726 € en Haute-Saône. Je n'ai pas trouvé d'éléments d'explication sur la spécificité de la Haute-Saône, mais on voit qu'on a un écart aussi sur l'audioprothèse de plus de 50% entre les prix pratiqués les plus bas et les plus élevés. Ça veut dire que le reste à charge moyen en matière d'audioprothèse est de 850 €, avec un niveau de remboursement constaté sur la base de la moyenne. Le reste à charge des ménages va aller de 477 € en Mayenne à plus de 1 050 € en Haute-Saône, soit du simple au double. Et là aussi, si on regarde la densité des audioprothésistes, elle est minimale en Seine-Saint-Denis et elle est maximale dans la Drôme. On a un rapport de 1 à 6 en matière de densité. Et puis, pour terminer, nous avons voulu aussi mettre un focus sur un autre sujet, qui est le sujet de la maîtrise des honoraires des médecins, et notamment des médecins spécialistes, des médecins libéraux spécialistes, parce que nous n'avons pas voulu nous contenter d'aborder la question du reste à charge uniquement sur les lunettes, l'audioprothèse et le dentaire, mais nous avons évidemment voulu aussi regarder la question du reste à charge qui est liée au complément ou au dépassement d'honoraires. La part des médecins libéraux spécialistes ayant une pratique tarifaire maîtrisée nous paraissait être un sujet d'observation intéressant, pour regarder là aussi quelle était l'égalité ou l'inégalité des Français dans l'accès à des tarifs maîtrisés. Alors il a fallu définir ce qu'on entendait par tarif maîtrisé, le sujet n'est pas complètement simple, et donc nous avons, pour construire cet observatoire, décidé de considérer que les médecins qui pratiquaient des tarifs maîtrisés, c'était évidemment ceux qui étaient en secteur 1 et qui ne donc peuvent pas pratiquer de dépassement d'honoraires, mais nous y avons aussi intégré les médecins ayant opté pour l'OPTAM, l'option de pratique tarifaire maîtrisée, et à ce titre ne pouvant pas augmenter leur taux de dépassement moyen. Et donc on a additionné ces deux catégories qu'on a rapportées au total du nombre de médecins libéraux spécialistes sur le territoire. Si on considère l'ensemble des médecins, généralistes et spécialistes, le taux de dépassement moyen des médecins de secteur 2 était de 22% pour ceux qui ont opté pour l'OPTAM,
mais de 63% pour ceux qui n'ont pas opté pour l'Optam. Ça, c'est pour essayer de justifier le choix que nous avons fait d'intégrer donc l'Optam. Les principaux résultats: en France, plus des 2/3 des médecins libéraux spécialistes ont une pratique tarifaire maîtrisée, et la part, évidemment, de ces médecins est très variable sur le territoire. Elle est minimale à Paris, avec seulement 32%, et elle est maximale en Occitanie, et notamment dans le Lot, où 97% des médecins ont une pratique tarifaire maîtrisée. Et les 2/3 des médecins ont une pratique tarifaire maîtrisée au global. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle malgré cette hétérogénéité sur le territoire. Cette part relativise l'impact des plafonnements de remboursement mis en place dans les contrats responsables. En effet, ces contrats responsables imposent un plafond de remboursement seulement pour les dépassements facturés par des médecins qui n'ont pas signé l'Optam. Donc 2/3 des médecins ne sont pas concernés par ces règles. On constate ainsi que la limitation des remboursements ne concerne potentiellement donc qu'un tiers des médecins libéraux spécialistes. Cette limitation s'applique pour les médecins quand ils pratiquent un taux de dépassement supérieur à 100%, c'est-à-dire le double du montant du tarif opposable au régime dans la nomenclature de l'assurance maladie. Voilà ce que je pouvais vous dire globalement, en essayant d'être aussi bref que possible, sur cet observatoire, sur la partie des constats, des réalités. Merci, Monsieur le Directeur Général. Jean-Daniel, alors, ce ressenti, qu'en est-il? Bonjour à tous. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on est amené à réaliser une enquête, en partant et avec une comparaison par rapport à des données qui sont des données objectives, réelles, c'est de pouvoir les confronter à des représentations subjectives, avec des Français qui sont, comme tout à chacun, intéressés par leur quotidien, intéressés par la chose publique et qui, pour autant, ne vont pas forcément tous les matins se lever avec des préoccupations ou des interrogations concernant le remboursement, leur santé, la place du mutualisme dans la société française. Et donc, c'est tout avec ces imperfections que nous avons été amenés à interroger, que vous nous avez confié la mission d'interroger un échantillon important de la population française. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter déjà quelques premiers enseignements de cette vague d'enquête. Ceux qui auront en mémoire l'enquête que nous avions été amenés à réaliser en février dernier pourront voir que nous avons pu de temps à autre poser des questions qui étaient des questions à l'identique et voir ces évolutions. Et on va pouvoir le voir ensemble. Nous sommes face à des Français qui sont et des consommateurs de santé et des citoyens dans leur rapport général à la santé. Et que lorsqu'ils sont amenés à répondre, lorsqu'ils sont amenés à nous parler du système de santé, de son fonctionnement, de son évolution, de la manière dont ils peuvent percevoir des aspects auxquels ils sont profondément attachés, à savoir la solidarité, l'égalité et, dans une certaine mesure, la fraternité, que ces aspects-là peuvent aller au-delà de leur propre situation. Donc pour ce faire, je vais m'appuyer sur un document qui est un document assez fourni. Je ne vais pas m'appesantir sur tous les chiffres, mais vous pourrez voir sur les réseaux sociaux et Internet la totalité des résultats si vous le souhaitez. Donc premier aspect peut-être, avec une présentation qui va s'afficher, je pense. Quelques aspects qui est un aspect en matière de méthodologie, un peu plus de 2000 personnes qui ont été interrogées récemment, échantillon représentatif qui nous permet d'avoir également, notamment, cette disparité territoriale. Premier aspect, premier type de question qui a été posé, quel est le rapport des Français au système de santé? Nous sommes dans une période où les Français ont globalement une attitude qui est une attitude plus positive, quel que soit leur regard à l'égard du personnel politique, mais dans une situation politique où ils vont nous répondre plus favorablement à des questions que nous avions été amenés à poser par le passé. Et dans ce contexte-là, cela n'échappe pas à cette forme de règle. Premier regard, quelle est la perception générale du système de santé? Lorsqu'on interroge les Français et qu'on pose la question, diriez-vous que le système de santé en France fonctionne bien ou mal? Nous avons 70% des Français qui déclarent « le système de santé fonctionne bien ».
C'est un jugement, vous le voyez, positif. On va voir tout à l'heure des nuances d'appréciation. C'est un jugement positif. Et ce qui est frappant, par rapport à l'enquête à laquelle vous faisiez effectivement référence tout à l'heure, c'est-à-dire l'enquête que nous avions réalisée en février dernier, il y a une progression de 9 points qui n'est pas uniquement liée évidemment à la perception que l'on peut avoir du système de santé, mais qui s'inscrit dans cette ambiance générale que l'on peut avoir dans la société française. Donc, une perception générale d'un fonctionnement qui est un fonctionnement qui fonctionne bien. Deuxième point, est-ce qu'on a le sentiment que, en termes d'évolution, ce système de santé fonctionne mieux ou moins bien qu'il y a 5 ans? La perception nette, vous le voyez, est une majorité de Français qui oscillent entre le système de santé ne fonctionne ni mieux ni moins bien qu'il y a 5 ans, et éventuellement, lorsqu'il y a une position qui est prise appelant à un jugement qui est un jugement plus tranché, le jugement qui est un jugement critique, c'est-à-dire la perception d'un système de santé qui fonctionne moins bien. Pour autant, par rapport à l'enquête qui avait été réalisée en février dernier, là aussi, vous pouvez le voir, une progression de la perception d'une amélioration du système de santé. Troisième aspect, troisième approche, on a porté le constat, regard rétrospectif, perception d'avenir, et dans ce contexte-là, une majorité de Français qui se déclarent pas confiants en ce qui concerne l'avenir du système de santé en France, 56%, mais pour autant, cette confiance est une confiance moins nette que ce que nous pouvions mesurer il y a de cela 6 mois, qui était à l'époque, vous le voyez, bien plus importante, 12 points de Français qui se déclarent moins confiants à l'égard de l'avenir concernant le système de santé. C'est le climat général, c'est cette ambiance particulière. Et pour autant, en même temps, comme on dit parfois, lorsqu'on compare au regard à l'égard de l'exécutif, on peut voir qu'il y a un jugement qui est un jugement différencié. A-t-on la perception dans la société française qu'il y a, de la part du gouvernement et de l'exécutif, une prise en compte des enjeux de santé dans son action en général? La perception que ceci est plutôt mal pris en compte touche plus de 6 Français sur 10. Il y a donc cette forme de décorrélation entre la perception d'un côté concernant le jugement à l'égard d'un système d'un point de vue global et la manière d'un point de vue plus précis où les responsables politiques n'apparaissent pas comme étant les acteurs globaux de cette amélioration. Dans cette société française où parler de santé, ça n'est pas parler que de sa propre situation, on peut en avoir l'illustration lorsqu'on regarde les exigences qui sont portées à l'égard du gouvernement. Lorsqu'on demande les priorités, on peut voir que la lutte contre les déserts médicaux arrive en première position, devant la réduction du reste à charge et les tarifs des soins et des dispositifs médicaux. Donc dans ce contexte-là, on peut voir que les Français peuvent nous répondre aussi bien à travers une perception de l'intérêt général, parce que tout le monde, loin s'en faut, n'est pas dans un désert médical ou n'a pas la représentation d'être dans un désert médical, et en parallèle, des Français qui vont déclarer « nous souhaitons qu'il puisse y avoir une réduction du reste à charge et une action en faveur des tarifs des soins et des dispositifs médicaux », sachant qu'ils vont plus en l'espèce nous parler de la finalité que des moyens pour pouvoir y parvenir. Troisième aspect, troisième dimension concernant le rapport des Français, plus précisément concernant, et c'est un thème qui est abordé à de nombreuses reprises, le reste à charge. Est-ce qu'on a la perception qu'au cours des 5 dernières années, d'une manière générale, le reste à charge a plutôt diminué, plutôt augmenté, ou ni augmenté, ni diminué? Vous voyez cette représentation qui est une représentation de perception que le reste à charge a augmenté pour les Français d'une manière générale. Comment cela se manifeste-t-il? À travers essentiellement 2 postes de dépenses qui sont identifiés, dont on entend d'ailleurs assez souvent parler et que vous avez pu être amené à évoquer. D'un côté, l'aspect de l'optique, les lunettes, et de l'autre, au même niveau, les soins dentaires. Tout ceci devant les médicaments prescrits sur ordonnance ou les consultations chez un médecin spécialiste, ce qui correspond également non seulement aux postes de dépenses objectivement les plus importantes, mais également les types de pratiques qui sont les plus nettes de la part des Français lorsqu'on les interroge. Quand on continue, et lorsqu'on se projette également là aussi vers l'avenir, est-ce que la perception que la situation va être amenée à s'améliorer? La réponse est non. Vous pouvez le voir
près des 3/4 des Français considèrent qu'il y a globalement un reste à charge qui va augmenter les concernant. Dernier point, dernière partie, quelles sont la perception de la santé et des disparités sociales dans un pays qui est un pays qui croit et qui aspire d'une manière générale à une forme d'égalité et à une forme de solidarité. Il y a d'une manière générale la perception que dans sa région, les Français ont soit autant de difficultés, soit plus de difficultés que dans les autres régions à pouvoir accéder à des soins de qualité d'une manière générale. Là aussi, petite distinction entre l'Île-de-France et les autres régions, où il y a cette perception qui est une perception un peu moins nette de la part des habitants de la région capitale. Dernier point sur cette première intervention et sur ce premier regard un peu transverse à l'égard de cet observatoire, comment se manifestent ces disparités? Comment sont-elles perçues? Elles sont perçues d'une manière générale autour du délai d'attente pour obtenir un rendez-vous avec un professionnel de santé, devant la proportion de professionnels de santé qui pratiquent le dépassement d'honoraires, devant enfin les tarifs liés aux soins dentaires et les tarifs qui sont liés aux soins optiques. Donc on peut voir, et ça sera peut-être le point sur lequel je finirai cette première intervention, qu'on est face à des Français qui ont le sentiment, non pas que la situation de manière générale est bonne, mais qu'elle a tendanciellement plutôt tendance à s'améliorer au cours de ces 6 derniers mois, que lorsqu'ils se projettent vers l'avenir, ils marquent des inquiétudes, et que les Français ne vont pas toujours réagir avec la seule question qui peut être la question du portefeuille. Cette dimension est effectivement une dimension importante, la dimension du remboursement est une dimension importante, du coût également, mais également autour de cette notion qui est il faut qu'il puisse y avoir une solidarité ou une égalité territoriale à laquelle les Français vont être appelés à se rattacher, pas uniquement consommateurs, mais également citoyens de la société française. Merci Jean-Daniel. Une petite question assez rapidement pour tous les deux. Dans quelle mesure on peut dire que la perception rejoint la réalité sur l'état de santé, sur le système de santé? Juste une remarque essentiellement sur cette question du reste à charge. C'est intéressant de voir l'extrême préoccupation des Français qui disent qu'ils sont pessimistes, qu'ils ont le sentiment que le reste à charge a beaucoup augmenté depuis 5 ans, alors que la réalité, c'est que sur les 5 dernières années, ce reste à charge n'a quasiment pas augmenté. Comment on peut expliquer ce décalage de perception? Probablement parce que quand et c'est quelque chose sur lequel l'approche médiatique est parfois contraire à la pédagogie, les pourcentages n'augmentent pas, mais le montant, lui, il augmente, puisque de toute façon, le coût des équipements augmente, et donc même à reste à charge stable, le montant qui reste à payer lui-même augmente. Ça peut être une des explications qui peut expliquer ce décalage de perception. Il y a aussi un effet retard, probablement, parce qu'il avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup augmenté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le quinquennat précédent, et donc dans la mémoire collective, notamment des plus âgés, et on voit bien dans l'enquête des perceptions que c'est surtout sur les plus de 35 ans que le sentiment de dégradation est fort. Il y a un effet retard un peu qui était lié au passé. Voilà, en tout cas, des hypothèses d'explication, mais là-dessus, il y a une préoccupation très forte. Et la préoccupation très forte ne nous étonne pas, puisque on a vu dans les élections présidentielles et législatives, tous les candidats, leurs équipes, avec lesquels nous avons été en contact à la Fédération, nous ont dit que le sujet du reste à charge était un sujet qui montait, sur lequel ils étaient interpellés, alors même qu'on l'a dit, la France est le pays d'Europe et de l'OCDE quasiment, en tout cas un des pays de l'OCDE, dans lequel ce reste à charge est le plus faible. Peut-être, moi, ce qui me frappe le plus, c'est lorsque j'ai pris connaissance des données objectives, c'est qu'il arrive parfois qu'en réalisant une enquête d'opinion, on soit amené à dire « vous êtes des experts, vous dressez le constat sur une situation, mais d'une certaine manière générale, vous pouvez être amené à parler dans le désert, ou en tout cas, ce que vous dites aujourd'hui n'est pas entendu de la part des citoyens. » Et à travers cette enquête, on voit que ça n'est pas le cas. On voit que les thèmes que vous portez,
et je pense qu'on le verra également tout à l'heure lorsqu'on parlera du lien entre santé et environnement. Lorsque vous parlez des déserts médicaux, lorsque vous parlez du reste à charge, lorsque vous parlez également de toute cette notion qui est une notion d'inégalité territoriale, ça touche aujourd'hui véritablement les Français et ils en ont pleinement conscience. Et que cette thématique de santé, dont on dit parfois qu'elle est subalterne dans les représentations des Français, on a pu voir à quel point, ne serait-ce que dans le cadre de la dernière campagne présidentielle, celle-ci a joué un rôle qui était un rôle majeur dans les représentations et que pour la première fois, des thématiques ont pu émerger et ont pu être portées dans les structurations. Donc dans ce contexte-là, ce qui est assez frappant entre ce que vous avez pu identifier en tant qu'expert et ce que nous pouvons mesurer en interrogeant dans une certaine mesure des formes de profanes, c'est qu'il y a une forme de corrélation assez grande entre ces représentations et ces données objectives et ces représentations subjectives, aussi bien d'une manière générale auprès de la population française que lorsqu'on regarde en matière de territoire. Merci beaucoup. Jean-Daniel, vous allez nous présenter les résultats sur santé et environnement. Quels enseignements peut-on en tirer? Peut-être rapidement, c'est le premier point, la première partie est une partie barométrique, c'est-à-dire qu'on va être amené à pouvoir mesurer tous les ans les évolutions. Là, on a jeté la focale cette année sur la thématique santé et environnement, en se demandant parfois, quand on pose une question, est-ce que ça correspond à un sujet de préoccupation des Français? Et on va le voir, aujourd'hui, lorsqu'on pose une question aussi simple que est-ce qu'on a le sentiment que l'environnement a une influence importante ou non sur la santé des individus, vous pouvez le voir, 92% des Français, cela traverse toutes les catégories de population, considèrent qu'il y a un lien important entre santé et environnement. Comment cela peut-il se manifester? Cela se manifeste à travers les différentes dimensions qu'on a pu être amené à tester, les pesticides, la qualité des aliments, la pollution des sols, la qualité de l'eau du robinet, les produits ménagers, le bruit, les ondes électromagnétiques. Donc on va, d'une manière générale, dans cette société française qui est extrêmement attentive et parfois critique ou suspicieuse à l'égard de son environnement, dire que ce sont des points qui les inquiètent concernant leur propre santé. Sur toutes ces dimensions-là, sur tous ces aspects-là, qui font partie globalement de notre environnement quotidien, les 2/3 des Français déclarent qu'ils sont inquiets concernant les effets de la consommation ou de la proximité immédiate qu'ils pourraient avoir. Non seulement il y a cette inquiétude, mais il y a également des déclarations comportementales qui y sont associées. Et quand on demande aux Français de manière générale, est-ce que vous mettez en place un certain nombre d'actions, notamment systématiquement ou régulièrement, de celles qui visent justement à éviter qu'il y ait un lien trop important entre l'environnement d'un point de vue négatif et la santé, on peut voir que sur 9 propositions que nous avons testées, une majorité de Français déclarent « je le fais au moins pour 8 d'entre elles ». Alors, il y a souvent une surdéclaration par rapport à la réalité, mais ça montre bien l'intention globale. Que nous dit-on? On dit d'une manière générale qu'on aère régulièrement les différentes pièces de son logement, qu'on est amené à pouvoir trier ses déchets, qu'on peut rapporter les piles au point de collecte, rapporter des médicaments au point de collecte également, boire de l'eau du robinet, prendre connaissance de la composition ou de l'origine des produits qu'on achète, débrancher et éteindre les appareils électroniques ou émetteurs d'ondes, utiliser d'autres emballages si possible que le plastique, et enfin, de manière plus marginale, pour un peu plus d'un tiers des Français, consommer des produits bio. On sait bien qu'on se donne un peu le bon rôle lorsqu'on répond à ce type de questions, que les pratiques sont inférieures à celles qui nous sont déclarées, et en même temps, le simple fait de déclarer cette intention ou ces pratiques qui sont moins fréquentes, mais en tout cas que les Français pourraient faire, montre bien l'attitude générale qui appelle à dire « je suis prêt à faire un effort, ou en tout cas je suis prêt à entreprendre un certain nombre d'actions pour faire en sorte qu'il y ait, concernant ma santé, une dégradation qui soit une dégradation moins importante liée à l'environnement général ». Est-ce que ça veut dire que pour autant les Français déclarent qu'ils sont mal informés? Souvent ils le disent, là ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce qu'ils déclarent, vous le voyez, qu'ils se déclarent bien informés concernant l'alimentation pour les 2/3 des Français et pour plus d'un Français sur 2 qu'ils se déclarent plutôt bien informés concernant la qualité de leur intérieur. Et d'ailleurs, cela renvoie au fait qu'une immense majorité déclare
au maximum chercher à aérer chez soi. Un niveau d'inquiétude important, des pratiques qui sont déclarées comme étant également relativement importantes, un niveau d'information qu'il est, mais au final, on compte sur qui pour pouvoir nous informer? Dans une période ou dans un environnement où il y a également une suspicion à l'égard des émetteurs, on peut voir que la confiance n'est pas unanimement répartie auprès des différents acteurs qui peuvent être amenés à prendre la parole en matière d'effets et de liens entre santé et environnement. Premier point, une confiance nette de la part de 8 Français sur 10 concernant les professionnels de santé. Deuxième dimension, un ensemble qui va des associations aux collectivités locales, en passant par l'école, les lanceurs d'alerte, la sécurité sociale et évidemment les collectivités locales, entre la moitié et près des 3/4 des Français qui y font confiance. Au milieu, les mutuelles. Vous le voyez, d'un point de vue général, 50% des Français déclarent faire confiance aux mutuelles pour pouvoir informer sur les effets concernant l'environnement et la santé, devant les formations, mouvements écologistes, les services de l'État, les médias, le gouvernement 37%, les compagnies d'assurance 32% et les entreprises enfin 31%. Peut-être juste là-dessus, 2 points d'un point de vue extérieur qui nous sont appelés à être marqués. Le premier point, c'est qu'on est face à des Français qui ont fait une différence entre les mutuelles d'un côté et les compagnies d'assurance, et vous le voyez, un différentiel qui est un différentiel de 18 points de confiance, même s'ils n'ont pas toujours d'identification extrêmement claire du rôle de chacun, des uns et des autres. Dans ce contexte-là, une confiance est une confiance plus importante qui peut vous être accordée. Et le deuxième point, une confiance de 50% qui ne vous met pas forcément comme étant aujourd'hui le premier acteur vers lequel les Français vont se tourner pour pouvoir vous écouter. Et cela renvoie au propos du président qui était indiqué tout à l'heure, la stratégie de conquête d'opinion et de viser à pouvoir faire en sorte que votre crédibilité soit une crédibilité encore plus importante. Dernier point, dernier tableau, qu'est-ce que l'on est prêt à faire ou qu'est-ce que l'on considère comme étant prioritaire? D'une manière générale, à réduire très fortement l'utilisation des pesticides dans les activités agricoles. Deuxième aspect, mettre en place un étiquetage d'alerte concernant les effets polluants des produits ménagers. Troisième aspect, augmenter la part des produits bio dans les cantines. Et enfin, mettre en place des ateliers animés par des professionnels. Là aussi, dans la hiérarchie, ce ne sont pas toujours les dimensions qui sont les dimensions de prévention qui sont les plus mises en avant, mais c'est faire en sorte soit d'augmenter l'information, soit de faire en sorte de lutter à la source, et notamment en matière de pesticides. Je suis absolument persuadé, et on a d'autres aspects qui nous permettent de le voir, que si on avait mené ce type d'enquête, il y a 5, 10 ou a fortiori 15 ans, nous n'aurions pas eu le même type de résultat. Il n'y aurait pas eu forcément ce lien qui aurait été effectué entre l'environnement d'une manière générale et la santé, et que dans ce contexte-là, les Français aujourd'hui sont extrêmement sensibles à ce que peut être l'environnement d'un point de vue global, non pas vu comme étant un aspect éthéré, mais comme pouvant avoir des conséquences concrètes pour la vie quotidienne, et que dans ce contexte-là, ils peuvent attendre des conseils, un accompagnement et un appui pour non seulement avoir les bonnes pratiques, mais également faire en sorte qu'il puisse y avoir dans la société française de bonnes pratiques, parce que là-dessus aussi, on n'est pas uniquement face à des Français qui vont dire « moi-même », mais qui vont également parler du collectif.